Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de design system. Alors, on va essayer de faire la fusion de l'harmonie, de la conception à la réalisation pour le design de nos applis. Cette présentation elle va être interactive, donc n'hésitez pas à garder votre téléphone de côté. Vous allez avoir des petits quiz à répondre à deux moments dans la conférence, et une au début, une à la fin, vous allez voir. Donc, comme je le disais, je vous ai spoilé un petit peu en avance, mais on va avoir un premier quiz maintenant. Donc le but, ça va être de prendre vos téléphones, d'aller sur l'URL suivante, donc joinmainquiz.com. Soit vous faites un compte, soit vous faites une réponse invitée, mais en gros, c'est à votre choix. Mais faire un compte, ça prend 30 secondes. Donc, vous avez le temps de prendre le temps de faire un petit quiz. Moi, pendant ce temps-là, vu que vous avez l'URL, je vais générer le quiz. Je vais vous donner l'URL avec, ça va être un code à 4 chiffres. Et après, on va lancer le quiz. Vous voyez toujours mon écran là. Tac. Donc là, vous rejoignez l'URL qui est en haut. On va vous demander un code de jeu. Donc 718 986. Ça va être un quiz d'essai pour vous montrer comment va se passer le quiz un peu plus tard. Donc, on va juste vérifier que vous avez bien suivi la conférence pour savoir, et après, pour avoir un peu vos sentiments à chaud sur le sujet que vous avez présenté. Donc là, ça va être un quiz qui va vraiment être basique. C'est des questions juste pour vous montrer que l'interface de quiz, c'était comme ça qu'on l'avait fait la dernière fois qu'on a déjà fait cette conférence. Et du coup, ça permet d'avoir une petite interaction avec vous plutôt que juste que vous m'écoutiez pendant une heure déblatérer. Là, au moins, vous avez une petite interaction et un petit rôle à jouer. Bon, allez, je lance. Vous allez voir, c'est des questions très basiques. Ne réfléchissez pas plus que ça. C'est vraiment pour s'inscrire. Hein. C'est vraiment c'est cadeau. Allez, première question. Ah ouais. Ah, bravo. Ouais, c'est la réponse D. Certains sont déjà à la deuxième question. Il n'y a même que 3 questions. Ah, la dernière fait plus mal. C'est normal. Elle est faite pour ça. Ah, on a quand même 66% de réussite seulement sur la deuxième. Hein. Pour l'instant, que du faux sur la dernière. Qui va avoir assez de chance pour tomber sur la bonne? Moi, j'hésite. Hein. J'en porte pas sur moi, pour info. Ah mince, on a fait un 0. Hein. Voyons voir le classement. On a première, c'est Cécile qui gagne en première avec 66%. Ah, ex aequo quand même. Alors le temps n'a pas joué sur celle-ci. La classe, hein. Ouais, le temps n'a pas joué sur celle-ci. Je mettrai le temps sur la seconde. Vous avez été plus loin à répondre sur la troisième. Quand même. Hésitation, 14 secondes de moyenne pour répondre. Bon, ça va. Sur le deuxième, on fera avec le temps de réponse en plus. Vous n'aurez pas tout votre temps. Donc, ça, c'était pour vous présenter le petit système d'interactivité, histoire que vous ayez le truc, qu'on ne se retrouve pas à attendre tout le monde à la fin. Comme ça, vous l'aurez. Donc, maintenant, autant rentrer dans le sujet. Qu'est-ce que le design system? Donc, j'ai séparé mon propos en 5 grandes parties. Donc, la première, ça va être la définition globale du design system. Qu'est-ce que c'est? Le deuxième, ça va être les outils qu'on va utiliser pour mettre en place un design system. Enfin, les outils qu'on utilise. Ensuite, la mise en place. Ensuite, Atomic Design, c'est vraiment le cœur du métier du design system. Je vous explique qu'est-ce que c'est que ce concept. Et ensuite, les pour et les contre, les avantages et les limites du système. Parce que ce n'est pas utilisable partout et ça a des gros avantages, mais ça peut aussi avoir des inconvénients. Alors, design system, c'est quoi? Le design system, en fait, en gros, vous imaginez que c'est une bibliothèque. Vous mettez tous vos composants dedans, tous vos visuels, tous vos principes,
et vous englobez tout ça avec du code réutilisable. C'est-à-dire que vous allez avoir vos boutons, tous les boutons, vous allez avoir tous vos inputs, vous allez avoir toutes vos pages, tous vos designs, tous vos visuels. En fait. Vous les répercutez tous dans une boîte, et cette boîte, en fait, ça va être un référentiel que vos UX designers, vos développeurs vont tous utiliser pour développer vos produits et vos services numériques. En gros, vous imaginez que vous donnez une boîte à outils, tout le monde participe à la mise en place de qu'est-ce qu'on met dans cette boîte à outils, et ensuite tout le monde se base sur cette boîte à outils pour construire ses applications. Ça permet d'avoir un code concentré et du coup d'avoir une meilleure adaptation du code dans le cas où on a besoin de changer un outil, et tout le monde a accès à ce nouvel outil après. Pour la construction d'un design system, on a accès ensuite à de nombreux avantages. Ça permet notamment en fait, de faciliter le travail d'équipe et de réduire la dette technique ainsi que la dette design. Je vais vous expliquer chacun des deux ensuite. En gros, ça vous résulte en fait, d'un écosystème très cohérent et donc d'une meilleure expérience utilisateur pour vos utilisateurs et donc vos clients. Parce qu'imaginez que vous ayez plusieurs sites et que tous vos sites aient été développés par différentes personnes. Si vous avez une image de marque à maintenir entre tous ces sites, la mise en place d'un design system va être utile. Parce que vous allez définir à quoi un bouton doit ressembler pour chacun des sites. Et si en fait vous changez la définition de ce site, de ce bouton sur votre design system, la répercutation, je sais pas. Ça va se répercuter en fait sur tous vos sites d'un coup en l'ayant changé à un seul endroit. Quand on cherche design system sur Internet, on trouve souvent le mot bibliothèque, donc librairie en anglais, les lignes directrices, les guidelines, la style guide pour le style et le langage visuel. En gros, c'est des termes un peu marketing. Vous voyez que pour un développeur, c'est pas trop ça. En fait, ça mélange en fait le marketing et le développement et le design, bien sûr. En gros, le design system, ça comprend tout ça. Quand vous prenez tout ça, en fait, avant, quand on faisait du design, on parlait de charte graphique et de charte ergonomique. La charte graphique, c'était la référence pour faire tous les composants visuels. Et la charte ergonomique, c'était pour les placements de toutes ces choses. Où est-ce qu'on devait mettre des espaces, où est-ce qu'on devait mettre, combien de places on devait mettre à gauche d'une image, à droite d'une image, et ainsi de suite. En gros, on va mettre en place une bibliothèque de référence, un guide pour les designers et les développeurs pour une application métier, un site de e-commerce, un peu tout et n'importe quoi en vrai. Et en fait, une fois qu'on a nos équipes techniques et design, elles vont piocher dans ces composants pour construire à la fois les designs côté design et pour construire une fois l'appli, une fois que les développeurs ont la main dessus. Et tout ça va être codé sous un langage commun à tout le monde, avec une sémantique qui va être discutée en amont entre tous les parties, histoire que tout le monde se comprenne et tout le monde parle de la même chose. Bien sûr, le contenu du design system, ça dépend de l'entité de l'entreprise et de son écosystème numérique. La plupart du temps, quand on va mettre en place un design system, on va d'abord parler des composants, donc les différentes couches et éléments qu'on va mettre en place dans notre design system. La typographie, donc tout pour que ce soit en gros homogène graphiquement. Les palettes de couleurs et les règles associées. Par exemple, dans le cas où on va mettre une couleur à un titre, on veut faire en sorte que si ce titre est un lien, si on met notre souris par-dessus, en gros, le lien s'obscurcit et devient un peu plus foncé. Et donc, on veut que ce soit homogène partout. L'iconographie et l'imagerie, en gros, un référentiel de toutes les images qui vont être utilisées sur le site et de tous les icônes. Une grille pour structurer les éléments, les espaces, notamment avec le flex layout, le grid layout. Les principes de communication de la marque, si on a un certain ton à utiliser dans nos textes, dans nos phrases et dans tous les placeholders qu'on va avoir sur notre site. Et enfin, tous les éléments réutilisables de l'interface utilisateur. Tout ce que j'ai un peu dit depuis le début. En gros, ces données-là, on va tout ça stocker dans un projet à part qu'on va mettre en ligne ou sur le cloud, comme vous voulez. Et l'ensemble des parties prenantes d'un projet peuvent y accéder. Durant la phase de design, donc là, c'est là où on va mettre en place à quoi ils vont ressembler. Durant la phase de conception, donc les codeurs, quand ils vont mettre en place
chacun des designs que les designers auront élaborés, en fait, ils vont les enregistrer en tant que code dedans. Le prototypage pour les interactions. Et là, au niveau de la production, quand on va utiliser ces boutons, ou les autres choses, les textes, les images, tout ça, pour créer les pages finales. En gros, qu'il s'agisse de créer un nouveau produit ou de le faire évoluer de faire évoluer un service existant, chaque département impliqué dispose ainsi d'une base de référence commune et mise à jour souvent. Dès lors où il y a besoin d'une mise à jour, en gros, elle est mise à jour pour tout le monde puisque c'est un projet qui est hébergé en ligne. Cependant, il y a un gros là à mettre ici. Ce processus, il implique de répertorier tous les composants existants ainsi que tous leurs états et de réfléchir à l'identité de l'entreprise en amont, tant en termes de visuel que de communication. Donc, savoir si cette couleur n'est pas trop agressive pour l'utilisateur final ou ainsi de suite. Il y a vraiment plein de choses à penser en amont. Et en gros, la création d'un design system, c'est souvent très fastidieux, ça prend du temps. C'est du temps qu'il va falloir prévoir d'avance, bien sûr. Et c'est du temps qu'il va falloir réussir à factoriser. Et c'est grâce à certains outils que maintenant les développeurs et des designers ont mis en place qu'on peut vraiment gagner maintenant. Donc les outils. Les outils, les deux principaux que la plupart des gens qui utilisent un design system ont mis à disposition, le premier, c'est Sketch. Donc Sketch, c'est un outil de conception graphique qui est disponible aujourd'hui que sur Mac. De toute façon, souvent les designers et les ergonomes vont utiliser des Mac pour le graphisme. Et donc, c'est un logiciel de design d'interface web et mobile. Et en gros, ça s'utilise un peu comme du Photoshop. Ces dernières années, avec la popularité et la montée en puissance des design systems, Sketch est vraiment devenu le moyen de construire des bibliothèques de composants. Et si bien que même maintenant, il y a des add-ons à l'intérieur de Sketch pour faire du design system. Et en gros, on va créer nos pages sur Sketch et on va avoir des exports automatiques de nos composants vers des bibliothèques externes, notamment dans le cloud, pour les mettre à disposition de tous les parties de la conception de nos projets. Donc, c'est un outil de travail collaboratif pour l'UX designer et l'UI designer. Donc, ça va vraiment être la première partie de notre développement de notre produit. En gros, on va produire des assets qui vont automatiquement être envoyés. On va gérer aussi sur la responsivité et la modularité de tous nos composants directement depuis Sketch. Ça va nous permettre aussi de mettre en place un système de partage de style typographique, des palettes de couleurs, avec certains add-ons comme Sketch Template, qui est un add-on à l'intérieur. Et aussi la création d'icônes et de boutons interactifs et de formulaires. En gros, on va gérer toutes les interactivités, les animations sur ce service. Et il y a même, avec certains add-ons, ils ne sont pas tous gratuits, mais il y en a dedans qui sont inclus, parce que Sketch est une application payante de base. Et en fait, il y a des add-ons qui permettent de faire du design to code, où le designer va créer ses composants, et en fait, l'application va automatiquement lui générer le code dans le langage qu'il a besoin. Bon, la plupart du temps, c'est de l'HTML, ou après, il va y avoir des rencontres en Angular Vue ou React. Et Vision, c'est le second outil. Celui-là, j'ai déjà eu à faire lui directement en tant que dev. En gros, c'est une application web conçue par et pour les designers. En fait, les designers s'en servent notamment pour réaliser une maquette interactive. Vous voyez, un peu comme un balsamique, mais dans la version vraiment plus aboutie que balsamique. Ce n'est pas des sketchs, c'est vraiment le résultat final de l'application tel qu'on veut le voir, avec les différentes interactions. Tel bouton va envoyer sur tel écran. Et tel bouton va afficher tel élément sur la page. On va gérer toutes les interactivités sur celui-ci. En gros, ça prend l'apparence d'une plateforme de travail collaborative dans un navigateur. Et en gros, les designers ils peuvent présenter leur visuel à leurs clients ou même aux membres de leurs équipes. Donc, quand une équipe de designers va bosser dessus, elle va mettre en place tous ces éléments et va dire, bon, bah voilà, le projet est accessible à telle URL, si vous voulez faire des remarques dessus. Donc, il y a un système de commentaires pour laisser des retours. Et il y a des systèmes, donc ça, c'était pour le client. Il y a aussi les systèmes où on peut voir directement le code qui a été utilisé pour générer ça. Donc, par exemple, si c'est un bouton ou si c'est une case ou un template, on les voit, on peut voir le code grâce à l'inspection qui est disponible dedans. En gros, c'est un outil vraiment qui a eu vraiment un engouement grâce au design system parce que dedans, ils ont intégré en fait un
un système qui est équivalent à Sketch, mais qui du coup est gratuit en plus, et qui permet de manager en fait, notre design system directement dedans, avec export de chacun de nos éléments et de maintenir aussi nos éléments à jour par rapport à nos projets. Donc maintenant, on va parler de la mise en place. Et pourquoi il faudrait le mettre en place. La construction d'un design system, en fait, c'est un processus itératif qui n'est pas du tout linéaire. Ça implique de nombreuses personnes, puisque ça va impliquer de la personne qui va du client au designer, en passant par le développeur jusqu'au testeur. Il existe plein de méthodologies pour mettre en place un design system dans les entreprises, avec des principes plus ou moins cohérents en fonction de la taille de l'entreprise. Parce qu'en gros, la mise en place d'un design system sur un projet à 10 personnes ne va pas être la même que sur un projet où il y a 50 parties. Mais en gros, on arrive toujours à repérer des étapes clés de la naissance du projet à son aboutissement. En primo, on va avoir repéré la problématique ou les besoins. Pourquoi créer un design system? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et à quelle échelle on en a besoin? En deuxième, on va mener des audits. Donc des audits d'interface utilisateur. On va avoir des audits de design, des audits de front-end, et on va parler aux utilisateurs concernés, identifier les objectifs business, savoir quel élément a besoin d'être mis en place, mis en avant, quelle couleur permettrait de mettre en avant mieux qu'une autre, et en fait voir avec tous les parties qu'est-ce qu'on pourrait faire. Après, on va rechercher une ou plusieurs solutions à partir des possibilités techniques, de budget, du délai, des priorités. On élabore alors une stratégie en fait, qui permet de définir un objectif précis. Savoir quelle partie on a besoin de mettre en avant pour que notre application soit au mieux, dans les budgets qu'on s'est fixés, dans les délais. Ensuite, on va faire ce que j'ai dit tout à l'heure, on va choisir une convention de nommage, un vocabulaire et une sémantique commune à tout le monde, afin que toutes les personnes impliquées, qu'ils soient présentes le jour du prototypage ou non, en fait, puissent comprendre et se parler dans le même langage. Ensuite, une grosse étape importante, c'est la construction du design system. On va créer tous nos composants, on va itérer dessus et tester tout en restant attentif aux risques techniques et financiers et au retour des utilisateurs. Si on nous dit que tel élément n'est pas cohérent par rapport au reste, on va pouvoir le modifier rapidement puisque le design system se veut vivant. Et ensuite, donc, se veut vivant, en gros, ça va sur le dernier point, faire vivre le design system. Parce qu'en gros, on va toujours avoir des nouveaux besoins, des nouveaux challenges, surtout lorsque l'entreprise évolue et que le client veut faire évoluer sa solution. Si on a besoin de changer plusieurs choses, le design system, ça va être vraiment pour ça. En gros, comme le dit un des grands pionniers du design system, Nathan Curtis, le design system, ce n'est pas un projet. C'est un produit qui sert d'autres produits. En gros, comme pour un produit, il faut analyser les besoins, vraiment comme un projet, vendre l'idée, construire un prototype, le produire et le faire évoluer quand c'est nécessaire. C'est vraiment apprendre comme un autre produit, comme un autre projet, en plus du projet principal. Maintenant, je vais vous parler de Atomic Design. L'Atomic Design, en gros, c'est une méthode qui permet de construire un design system. Il y a une petite vidéo qui va vous expliquer, donc je vais parler par-dessus la vidéo, il ne va pas y avoir le son de la vidéo, mais je vais vous parler pour vous expliquer comment on met en place facilement un design system. C'est vraiment dans la partie en fait, du slide d'avant, c'est vraiment pour la construction du design system. Je t'arrête 2 petites secondes là. J'ai une question là, de Philippe qui te demande si on peut donner un exemple des conventions de nommage. Alors, il va y avoir… en fait, on était sur le slide précédent. Oui. En gros, la convention de nommage, c'est vraiment histoire d'avoir une sémantique pour dire, quand je parle d'une carte, que tout le monde sache qu'on parle d'un encadré qui met en avant une information. C'est vraiment, on va définir une nomenclature et une sémantique de tous les mots qu'on va utiliser pour pouvoir, lors des comptes rendus de réunion, je sais pas, même du texte d'un commit, de savoir que tout le monde parle de la même chose. Et comme genre de convention de nommage, on va avoir, moi je l'utilise, je vous expliquerai tout à l'heure, j'ai eu un cas d'étude maintenant puisque on l'a appliqué sur un de nos projets clients récemment. On a la convention de nommage où on a le projet, tirer librairie pour dire qu'on est dans la librairie et ensuite tirer le nom du composant. Donc chaque nom de composant se veut unique. Et après, on a toutes les sous-parties, donc donc ça joue souvent dans le CSS pour le style, pour le visuel. Et donc,
Si on cherche un autre élément, on va chercher donc le nom du projet, librairie, le nom du composant. Et ensuite, si on va sur un des sites qui utilise cette librairie, on va par exemple avoir des imports et on va avoir le nom du projet, le sous-nom du projet pour lequel on est actuellement, et on va pouvoir construire de la même manière nos projets. En gros, tout va jouer dans la nomenclature du CSS. Ça répond à ta question? Ok, je pense. Philippe, si c'est OK pour toi. Sinon, tu n'hésites pas à rebondir. Ouais, OK, super. Merci Loïc. Donc, l'atomic design, il y a un petit rapport à la chimie, vous allez voir, ça naît d'un constat. Tous les objets qui nous entourent vont potentiellement nous permettre d'accéder à une interface digitale. La taille des écrans s'est multipliée et le contenu doit s'adapter pour chacun des écrans. C'est ce qu'on appelle la responsivité. Donc, il ne suffit pas de construire des pages comme on construirait les pages d'un livre ou une interface à l'image d'un tableau figé dans le temps. En gros, tout va bouger de place en fonction de la place qu'il a et voilà. L'objectif, du coup, maintenant, c'est de concevoir des systèmes de composants pour être en mesure de s'adapter rapidement aux changements. La métaphore de la chimie a fait ressortir surtout l'imbrication des composants et l'aspect vivant et évolutif de l'interface. Ça représente aussi l'avantage d'être facile à comprendre et à expliquer aux entreprises et aux clients en général. Vous allez voir que cette vidéo-là, elle est claire comme de l'eau de roche, du coup. En gros, je vais mettre play sur la vidéo, c'est mieux. Si elle s'affiche, voilà. Donc ça, vous allez voir, c'est Brad Frost qui a mis en place l'Atomic Design. Donc c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. En gros, vous allez imaginer que vos composants de base, les plus petites briques élémentaires, comme les animations, les palettes de couleurs ou les boutons, ce sont des atomes. Donc c'est les plus petits éléments de votre layout. Vous allez avoir, donc là, comme il le dit, un input texte ou un bouton. Donc ça va être des... Ensuite, vous allez prendre ces atomes, vous allez les fusionner en molécules. Les molécules, donc ça va être des regroupements UI d'éléments, par exemple un texte placé à côté d'un bouton pour faire un search input. Ensuite, vous allez gagner en complexité, vous allez associer plusieurs molécules ensemble pour créer un organisme. Imaginons par exemple une top bar d'un site web avec un logo, 4 liens et une search input. Donc ça va être plusieurs molécules les unes à côté des autres. Ensuite, vous avez les templates, ça va être le rassemblement de tous vos organismes qui vont créer en fait des placeholders de chacune de vos pages à quoi elles pourraient ressembler. Et ensuite, vous avez les pages finales où en fait, vous ajoutez le contenu à chacun de vos placeholders pour en faire de vraies pages. Et donc, vous imaginez que lorsque vous modifiez un bouton, par exemple le bouton principal de votre search input, et que ce bouton est de type bouton, un bouton générique de votre appli, si dans votre design system, vous décidez de modifier le style de ce bouton, tous les boutons sur toute votre appli vont changer. Imaginez que cette librairie soit accessible aussi sur un autre projet, une autre sous-partie de votre entreprise, par exemple. Vous allez avoir en fait une répercutation de ce changement dans tous vos sites, puisqu'en fait, tous vos sites sont dépendants de cette bibliothèque commune. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent, les avantages et les limites. Alors, il y a des pour et des contre. Vous allez voir, on va commencer par expliquer les pour, et à la fin, il y aura une petite mise en garde quand même sur l'application d'un design system. L'avantage du design system, il y en a beaucoup. Et ça varie en fonction de la taille de l'entreprise. Mais en gros, en priorité, on a un design consistant sur l'ensemble de tous nos sites et de toutes nos plateformes. On va avoir une homogénéité du design. Du coup, on découle une meilleure expérience utilisateur. Parce que si un utilisateur se balade sur plusieurs de nos sites, il va avoir tendance à avoir des comportements identiques. S'il se rend compte qu'un lien sur le premier site était bleu et que quand on le survolait, il passait bleu foncé, et s'il arrive sur notre nouveau site et qu'il voit un texte en bleu, il va s'attendre à ce que ce soit un lien. Et il aura raison, puisque du coup, on aura mis en place un design system entre nos deux sites et qu'un lien, par défaut, ce sera le bleu et quand on survole, il sera bleu foncé. L'avantage aussi, un des autres avantages du design system, c'est que nos composants seront réutilisables et qui seront responsives.
puisqu'on va mettre en place, faire en sorte que tous nos composants soient adaptés à n'importe quelle taille d'écran et que ce sera vraiment du design to code. On va chercher dans la boîte à outils à quoi ressemble un bouton. On va avoir par défaut le code à utiliser. On le copie, on le colle dans notre code pour l'utiliser. Ensuite, il y aura une communication facilitée entre les équipes de design et les équipes techniques. En gros, vu qu'on parle tous de la même chose avec les mêmes termes, on a une meilleure communication et du coup, il n'y a vraiment pas de bouchon entre les deux. On va avoir moins de silos entre les acteurs d'un projet et du coup, ça va permettre, du coup, c'est un peu lié à la communication, mais un esprit d'équipe renforcé. On va plus avoir ce clivage entre les équipes de design qui vont dire oui, mais moi, le client il m'a dit que ça devait être comme ça, et l'équipe de designer qui va dire, l'équipe de développeurs qui va dire oui, mais moi, c'est pas possible de le faire comme ça, parce que je ne peux pas le faire comme ça. En fait, comme il va y avoir eu en fait, vraiment de la communication dès le départ, dès l'initialisation du projet, on va avoir réussi à trouver des compromis entre les deux. Ensuite, on va avoir une production beaucoup plus rapide et des tests effectués beaucoup plus tôt. Imaginez qu'on ait un retour client qui va nous dire bon, finalement, tout mon site, qui était bleu en couleur principale, en primaire, maintenant je le veux vert. En général, maintenant, avec un design system, on va avoir une variable à changer à un endroit et tous nos boutons, nos liens de survol qui utilisaient cette couleur, puisqu'on va avoir tout synthétisé à un seul endroit, toutes nos couleurs vont changer partout. Et donc, du coup, un changement de couleur qui nous demanderait une journée, là, va prendre 15 minutes. Le temps de vérifier que tout s'est bien impacté partout. Normalement, si on l'a bien fait, ça s'est bien passé. Et en gros, le dernier point, si ce n'est la raison d'être du design system, la scalabilité. On a un gain de temps et un gain d'argent puisque, en gros, c'est vraiment le principal argument et on va le voir dans la prochaine slide. Pourquoi ? Qu'est-ce que la scalabilité ? La scalabilité, en gros, ça désigne les différents outils et techniques qui permettent de faire évoluer et grandir un produit, un service de la manière la plus rapide et la moins coûteuse. C'est pas souvent ce qui marche. En conservant une qualité maximum. Souvent, en gros, quand on n'a pas de design system, dès qu'il est nécessaire de travailler sur une nouvelle application ou de l'adapter d'une version desktop à une version mobile, l'équipe elle ajoute du code, des nouveaux éléments qui permettent de s'adapter à la taille de l'écran mobile et qui s'adaptent aux besoins de l'utilisateur. Chaque équipe travaille potentiellement de son côté avec ses propres composants graphiques et ça emmène des incompréhensions entre les équipes techniques et les équipes design. Du coup, parce que ça ne respecte pas la charte qu'on avait donnée avant et tout ça. En bref, la construction ça se vise sur un résultat à très court terme. Et de là découle souvent la dette technique qu'on a parlé au début. La dette technique, en fait, c'est le manque de cohérence graphique et un coût excessif pour maintenir et pour faire évoluer l'application ou le site. À laquelle vient, ça c'était la dette design, pardon, je me suis trompé, à laquelle vient potentiellement s'ajouter la dette technique, notamment en front-end, où l'implémentation varie selon les équipes. Le code, il n'a pas été optimisé partout, parce que fait dans la va-vite, et voilà, etc. Finalement, du coup, on voit que le contenu devient anarchique et l'expérience utilisateur devient mauvaise, inconsistante, voire frustrante pour l'utilisateur, parce qu'il va se balader d'un site à un autre, il va croire que ce lien qu'on avait vu, que je vous parlais tout à l'heure, ce lien qui était cliquable, il arrive sur l'autre, mais en fait, dans l'autre, c'est un titre. Il va essayer de cliquer dessus, il va voir que ça fait rien, et il ne va pas comprendre. Parce qu'il s'attendait à ce que, comme il était sur un site de la même boîte, à ce que l'interaction soit la même. Et donc, au contraire de tout ça, le design system, c'est scalable. Grâce à son installation et son initialisation sur un projet, dès que le produit ou que le service doit changer d'échelle, vu qu'on a tous nos composants qui sont interdépendants, de la molécule, de l'atome à la page, en passant par molécule et layout et organisme, on a un changement qui s'impacte sur l'ensemble. Comme je vous disais tout à l'heure, on change un bouton tout en bas. Sur les pages, tous les boutons qui utilisaient cette implémentation-là sont changés. Et donc, la mission des designers est plus facile et plus rapide, tout en laissant une part de créativité, puisque en fait, ils vont quand même pouvoir designer le bouton dans sa version atomique. Le travail de développeur aussi est également facilité, en particulier s'ils sont nombreux, parce que souvent, quand un seul développeur va travailler, il va faire tout dans son coin à sa manière. Si un jour on lui demande un changement, et lui, il va retrouver son code, il va retrouver ce qu'il devait faire. Alors que si on est sur une grosse équipe
et que là, du coup, on a accès à une bibliothèque commune, tout le monde va voir la nomenclature qu'on aura utilisée pour tout le monde et ça sera plus facile grâce au design system. Le langage partagé que je vous ai parlé depuis le début, ça aide aussi à mieux communiquer. Il y a moins de temps perdu en réunion sur les incompréhensions, sur des retours de mails, sur des chats où on ne parlerait pas de la même chose. Et en gros, ce gain de temps qu'on a partout permet de se focaliser notamment sur l'interface utilisateur et sur l'expérience des utilisateurs. Ça permet d'optimiser tout ça. Après, c'est là où je vous disais qu'on allait mettre un holà. Il y a des limites à ne pas dépasser. La première chose que doit faire l'entreprise, ça doit se demander si le design system est réellement utile pour ce projet. Il ne faut pas oublier que c'est une solution intéressante à condition d'avoir un problème à résoudre. D'ailleurs, dans une petite équipe agile de 4-5 personnes, ce n'est pas vraiment indispensable, en gros, puisqu'il n'y a pas assez de parties prenantes. Pour autant, quand on commence un design system, il vaut mieux le débuter au tout début, avant d'avoir commencé à creuser la dette technique, comme j'en ai parlé avant. Car plus on attend, moins ce sera facile de le mettre en place. Donc, c'est vraiment un choix à faire mûrir entre l'ensemble des parties prenantes du projet. Enfin, il faut être conscient qu'un bon design system, c'est évolutif et adaptatif. On ne le fait pas une fois au début et après on le laisse dans un coin et on le laisse pourrir. C'est vraiment un projet dans un projet qu'on va initialiser au début et faire évoluer par itération à chaque fois qu'on va avoir des retours clients. Le design system, ça ne correspond pas à une standardisation figée des interfaces. Dès lors où on va créer des nouvelles choses, il va falloir les impacter dans le design system pour pouvoir les réutiliser partout. En gros, il faut faire attention aussi, c'est que c'est très dur à vendre parce que, en gros, on nous dit la mise en place des réunions avec les designers, les mises en place des composants, le codage des composants, le codage tout ça, on perd du temps. Mais au final, c'est du temps qui est largement compensé par ce qu'on va faire après. L'impact du design system, ça doit vraiment être calculé d'avance et par l'interface utilisateur. En gros, c'est vraiment pour améliorer l'UX. J'ai une petite conclusion. En gros, pour vous faire une synthèse de tout ce qu'on a dit depuis le début, le design system, ça réunit tous les composants réutilisables, une documentation, afin de concevoir et de développer tous les produits digitaux de manière cohérente et consistante. C'est un outil qui impacte les notions clés du design, à savoir le visuel, le langage et les usages. En théorie, c'est une référence commune qui aiderait à résoudre la problématique de scalabilité qu'on a parlé tout à l'heure. En interne, c'est un vrai moyen de résoudre les incompréhensions entre les designers et les développeurs, comme je vous l'ai dit, lors de la conception des interfaces. Le design system, ça permet également de maintenir et de faire évoluer les applications aussi rapidement que l'exigent les nouveaux besoins. Pour vous faire un petit retour perso, je vais vous faire juste un retour perso après cette conclusion. Vous allez voir que ça a vraiment changé ma façon de coder sur le projet sur lequel je suis en ce moment. Les designers et les développeurs, ils doivent souvent jouer un rôle de coach au sein des départements de l'entreprise pour pouvoir savoir si ce que le client dit, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est possible et tout ça. Donc là, il y a vraiment un rôle à jouer pour tout le monde. Et en plus, la conception doit être mûrement réfléchie et soigneusement élaborée pour aboutir à un résultat satisfaisant en termes d'UX et d'UI. UI pour les interfaces et UX pour l'interface utilisateur, donc les réactions des utilisateurs quand ils manipulent notre site. Donc, le design system, il faut vraiment savoir que ce n'est pas une mode à suivre à tout prix, mais ça reste un outil vraiment utile dans certaines conditions. Donc, pour vous faire mon petit retour sur ce que moi, j'en ai eu comme expérience personnelle, en gros, on a eu un projet qui nous a été proposé pour la refonte de 7 sites d'un seul et même client. Sauf que ces 7 sites, eux, étaient faits à partir de différentes technos. Donc, on a voulu refusionner tout ça en un seul site. Et au final, on s'est dit, pourquoi pas faire plusieurs sites, mais faire une bibliothèque de composants. Et en gros, le client était réceptif, c'est qu'il nous a mis à disposition une équipe de designers, donc des designers externes qui n'étaient même pas au courant de ce qu'on faisait. Et donc, eux, ils nous ont mis en place, on leur a demandé, est-ce que vous pouvez nous faire une bibliothèque visuelle de tous les composants qu'on va devoir utiliser. Et en gros, ils nous ont dit, ça tombe bien, nous, on travaille comme ça. Donc, du coup, c'était assez cool. On a du coup un site en ligne qui est mis à jour à chaque fois qu'ils font des mises à jour, qui changent le design avec le client.
Et en gros, ils nous disent, les boutons, ça ressemble à ça, l'iconographie, c'est ça, une en-tête de page, ça ressemble à ça, un footer, ça ressemble à ça. Et en fait, nous, on a tout retranscrit ça dans une version où il y a du code. Et en fait, maintenant, dès lors où on a besoin d'intégrer un des éléments, on va juste chercher le bout de code et on le copie-colle dans notre HTML ou dans notre fichier qui va servir de vue. Et dès lors où le client, donc on a déjà eu affaire à un retour du client, il nous dit finalement sur les boutons, avant ils étaient arrondis, mais maintenant je les veux plus pointus, je veux plus le border radius autour de mes boutons. Et on a changé une ligne à un endroit et son retour il a été pris limite en instantané parce que notre projet qui était en local, on a juste on l'a relancé et il a été chercher la modification sur la bibliothèque de composants. Il a vu qu'il n'y avait plus de trucs, il a mis à jour tous ses boutons. Et là, le client, il a fait « Ah oui, c'est rapide !» Donc, du coup, il était assez content de la réactivité. Donc là, ça se portait bien parce que du coup, nous, on a créé une bibliothèque de composants pour 7 sites. Aujourd'hui, il y en a 2. Donc, les autres sont évolutifs. Mais en fait, le premier développement a été plus long. Ça nous a pris 2 semaines de mise en place, donc 10 jours de mise en place de la bibliothèque de composants. Mais ces 10 jours, là, on voit que le premier site, on l'a développé en je ne sais plus combien de jours. Mais le second site, on l'a développé en 3 fois moins. Et le troisième, même vu qu'on réutilise les mêmes composants, après, c'est juste du glisser-déposer. Hein. On prend les composants dont on a besoin et on les pose. Et donc, ça facilite vraiment grandement le développement. Avant de passer aux questions-réponses, c'est le moment du second quiz. Ah oui, ça met des points. Cécile prend la tête. Une question répondre, une question bonne. Ouh, joli. 900 points d'un coup, pas mal. Sur 1000, c'était rapide. Toujours devant. Cécile, toujours première. Allez. Alors, tu as pris. Ah non, mais je me suis une loupé. mauvaise réponse. Je me suis loupé. Cécile aussi, tu peux la rattraper. On a quand même Simon et Esteban qui sont derrière. Ah, Esteban monte deuxième, Cécile toujours devant. Ah, on a le tableau des scores final. Cécile gagne. Ah, Esteban passe troisième. Oh là là. À la fin, c'est 2 questions juste pour vous demander le ressenti sur. Ouh, le classement a changé complètement sur les dernières. Ouh. Ah, je me suis complètement laté. Frustration. Ouh, donc il remonte deuxième place. En gros, les dernières vous donnent 1000 direct à chaque fois. Parce qu'elles sont pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et voilà, c'est terminé. C'est bon, voilà. Entièrement terminé. Alors, on voit que la question 3 a fait mal quand même. On a eu 0 pour ce passage de bonne réponse. Oh là 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 là. Catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la question 3 qui a fait tellement mal? Qu'est-ce qui était la question 3? Ah, c'était une question à réponse multiple. On pouvait répondre plusieurs choses. Déception. Et donc, le piège, c'était que Photoshop, je l'ai dit, permettait de le faire aussi. Je l'ai dit à un petit moment où je vous ai dit, comme Photoshop, sur le moment de Sketch. Et du coup, Photoshop était aussi une bonne réponse. Il y avait Photoshop, InVision et Sketch. Joli. Après, du coup, sur ça, pas mal, sans faute. Sur la scalabilité, sans faute aussi. C'est vraiment la première et la troisième qu'on fait la différence. Les réponses à choix multiples. Hein, ça... J'ai réactivé les micros. Si vous souhaitez poser encore quelques minutes des questions à Loïc, entre deux, Loïc, un grand merci pour cette présentation. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Merci, ça fait plaisir. Je découvre aussi le design. Je n'avais pas cette vision-là de ce que pouvait être effectivement le design. Intéressant.
Alors, je vais essayer de J'inviterai quelques personnes que je connais à regarder le replay. Super. Loïc, Oui. J'avais une petite question, là, tu sais, c'est Philippe. Là. Oui. Quand tu as abordé, tu sais, la partie, il faut vraiment le prendre en compte en début de projet, tu as évoqué qu'il y avait enfin, tu l'as pas évoqué, mais j'aurais voulu savoir, en fait, justement, quel était le ratio, tu sais, au niveau des charges, Oui. qui met en place cette méthodologie par rapport à un projet classique. Bah, en gros, nous, pour te donner un ratio sur notre vécu, sur le projet qu'on a eu, sur un projet de 60 jours, jour homme, en côté front, on a eu 10 jours de conception du design system. 10 jours. C'est 10 jours pour seulement 2 des 7 sites. Et en gros, les 10 jours vont nous resservir, que ne seront pas à refaire en fait pour les 5 autres sites derrière. Donc ça c'est 10 jours consommés, c'est vraiment 10 jours pratiques, quoi. Ouais, pas après, on avait prévu moins à l'origine, mais ça a pris un peu plus de temps parce qu'on a eu plusieurs retours du client du coup, avec notamment une refonte presque totale de la page d'accueil et du coup des éléments, de tous les éléments qui composaient la page d'accueil du site. Et donc du coup, on a eu quelques jours qui ont été ajoutés. Mais je crois que de base, on avait prévu 6 jours, donc 10%. D'accord. Et si à ton avis, justement, côté client, il y avait encore plus d'interlocuteurs et de personnes en fait qui étaient à même de décider sur la partie design, est-ce qu'à ton avis, ce ratio-là, il serait augmenté ou pas? Bah, en gros, nous, si tu veux, là, sur le projet, on avait vraiment, donc, nous, les devs, avec la chefferie de projet de notre côté. On avait donc, notre interlocuteur qui était en design. Donc, c'était un prestat extérieur pour le client. Ouais. Donc, eux développaient les visuels. Donc, du coup, après, on avait le client, donc les chefs de projet chez le client qui gérait ça. Plus, eux, ils avaient un N+1 et un N+2 qui avaient aussi un regard là-dessus. D'accord. Du coup, ça avait multiplié les parties quand même. On avait vraiment pas mal. Et en gros, eux, ils avaient vraiment leur retour, leur boucle fermée entre les designers et eux. Et en fait, une fois qu'ils nous ont dit OK, on est d'accord avec les designers, vous mettez en place sur le site ce que les designers ont donné. En fait, nous, on a eu au final, je dirais, 3 versions. On a eu vraiment, je dirais plus, c'est 2 ou 3 versions finales à développer où on a vraiment presque tout développé et après on a dû rechanger pas mal de choses à chaque fois. Parce qu'il y a un des parties qui a décidé à un moment de dire ah bah finalement on change notre communication. Bah, la couleur majeure c'était bon là c'était plus qu'une couleur du coup. On avait une couleur majeure, une police, de l'iconographie, tout qui changeait d'un coup. Et donc au final, il faut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de retours et qu'il y ait des échanges vraiment actifs entre les différents parties. Ouais. Ok, et justement, suite à ce premier retour d'expérience, ça serait quoi, à ton avis, les choses sur lesquelles il faudrait être vigilant pour le projet d'après? Ouais, alors nous, ça a vraiment été cette première phase où c'est vraiment la phase où je pense qu'on aurait pu être où le client et l'équipe de design auraient pu être plus réactifs, c'est qu'on a eu vraiment des délais c'était les délais de prise en compte des modifications. Vraiment, c'est là qu'on aurait pu avoir vraiment une amélioration du retour. On s'est dit, pendant, je sais pas, peut-être une semaine, on a développé la V1 qui avait été d'abord validée par tous les partis. Puis un jour, un des décideurs côté client a décidé de changer presque la totalité de tout ça. Sauf qu'ils ne nous ont pas prévenus tout de suite. Il y a eu un manque de communication à ce moment-là. Et donc, du coup, on a continué de développer cette V1, mais on savait en off qu'il y allait avoir beaucoup de changements qui allaient arriver, mais on ne les avait pas parce qu'ils n'étaient pas consolidés par l'équipe graphique, quoi. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment la réactivité entre les différentes parties, la communication qui a amélioré, je pense. Ok, très bien. Merci Loïc. Merci Philippe. Bah, moi, je veux te remercier Loïc encore pour cette présentation. C'était vraiment très sympa. Merci à tous pour la soirée. Et puis à très bientôt, dès lundi prochain, avec Cécile qui nous régalera sur le thème de Scrum, pour ceux qui souhaiteraient découvrir un petit peu son parcours et comment elle a évolué vers l'utilisation aujourd'hui de cette méthodologie. N'hésitez pas.